Salut, moi c'est Mabel et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Facebook Mabel à moi. Les fêtes de fin d'année se rapprochent très rapidement et les plus chanceux, les fortunés, ou juste ceux qui aiment les fêtes de fin d'année iront faire leurs achats dans les marchés ou dans les supermarchés. Même si moi, je préfère les marchés parce que quand vous allez dans le marché, l'ambiance est un peu différente. Vous avez l'opportunité de discuter avec le vendeur, de savoir les vraies origines des produits, pas les origines qui sont écrites sur les boîtes, mais les vraies origines des produits. Et vous pouvez même tisser des amitiés avec les vendeurs et être sûr que vous aurez toujours les premiers choix. Donc, certains préfèrent les supermarchés. J'ai des copines comme ça, elles préfèrent les supermarchés, même si ça vaut payer un peu plus cher, elles préfèrent les supermarchés. Mais il y a des produits, vous ne pouvez que les trouver dans les supermarchés. Dans la dernière fois, je faisais mes courses dans un supermarché. Et voilà que je rencontre un monsieur. Je sais que certains supermarchés, ils ont des commerciaux qui veulent vous vendre quelque chose de plus que ce que vous êtes venu acheter. Donc souvent, vous êtes venu acheter 2 boîtes, 3 boîtes, vous finissez avec 2 boîtes, du savon, ceci, cela. Les supermarchés ont leur propre technique. Il paraît que j'ai quelques amis qui ont travaillé dans les supermarchés qui disent que ils mettent certains produits devant pour vous attirer, ils mettent certains produits derrière pour vous faire marcher. Moi, en tout cas, quand je vais dans un supermarché, j'essaie de stick to my budget, hein, parce qu'il y a l'inflation. J'essaie de stick to my budget. Donc, me voilà dans l'allée bébé et un monsieur qui me regarde d'un air perçant, très perçant. Il avait un regard bleu perçant. Mais comme je ne suis pas venue pour chercher les lentilles ou quelque chose qui a à voir avec les regards ou avec les yeux, bon, j'ai juste regardé, moi, je me suis dit, monsieur était gênant. C'est un monsieur qui était gênant, c'est un comportement très déplacé et je suis partie. Mais l'histoire devient très intéressante quand je suis rentrée dans le parking. Quand je suis rentrée dans le parking, cette fois-ci, ce n'est pas un monsieur avec les yeux bleus perçants, mais c'est une voiture bleue, une Mercedes bleue qui était gardée à côté, qui était garée à côté de moi. Le conducteur sort de la voiture, il avait des box dans la main. Ne soyez pas étonnés de me voir parler français et anglais à la même fois. En même temps, mon pays, le Togo, fait partie du Commonwealth et en même temps, le Togo fait partie de la francophonie. Donc, nous allons des fois parler le français et l'anglais. Mais au même moment, nous sommes à côté du Burkina Faso qui ne veut plus faire du français la langue officielle, du Mali aussi qui ne veut pas faire du français la langue officielle et du Niger qui est sorti de la francophonie. Donc, ça va être très difficile à la CEDEAO. Les prochaines réunions, comment on va faire? Comment ils vont faire? Franchement, il faut revoir toutes ces idées et changer les langues pour permettre quand même à ce que quand nous traversons les frontières, nous pouvons dialoguer. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir une langue nationale, une langue qui va être la langue que nous devons parler quand nous traversons les frontières, mais il nous faut quand même une langue de communication. La meilleure façon, c'est de trouver une langue que nous pouvons, à part communiquer, écrire. On a levé, je sais qu'il y a le Swahili aussi qui est écrit, parlé. Il y a des langues africaines. Il faut trouver une langue sur laquelle nous pouvons adopter, parler, écrire en même temps. Mais avant d'arriver à la francophonie, à la France, à l'immigration, je continue mon histoire. Donc, le monsieur avait des cartons à la main qu'il est en train de briser. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. À un moment donné, je me suis dit, non, ça va ressembler à un clip de rappeur, comme si on est en train de faire un battle off, qui regarde plus, qui sait mieux regarder. Alors, je suis rentrée dans ma voiture, je suis partie. Mais quelque temps après le témoignage d'un journaliste sur YouTube, il paraît que c'est le journaliste qui était dans la voiture, qui me regardait, que je regardais. Donc, pendant cette fête de fin d'année, soyez attentionnés. Mais ma question est de savoir si c'était lui. Disons qu'il s'est déplacé pour me rencontrer. Pourquoi ne pas juste me parler, me dire, regarde, c'est moi. Vous voyez? Et si le monsieur a l'œil perçant,
est quelqu'un aussi que je connais, pourquoi ne pas s'approcher pour nous dire, mais c'est nous. D'habitude, vous ne pensez pas rencontrer ces gens dans ces supermarchés. D'habitude, ces gens, quand ils sortent, ils ont de la sécurité. Donc, vous pensez les rencontrer quand même avec une fausse sécurité. Quand un jour, je vais rencontrer une star, je pense que cette star sera accompagnée de ce qu'ils appellent entourage ou pas une sécurité. J'ai eu l'opportunité, je n'étais pas une star, de voyager en tant qu'officiel de mon pays. Et quand on se déplace, il y a toujours un petit entourage autour de toi. On ne te laisse pas seul aller. Vas-y, déplace-toi au nom de notre pays. Non, il y a toujours un petit entourage, quelqu'un autour de toi pour te pour te, pour te garder en sécurité ou pour te garder compagnie. Et si les pays qui ont plus de moyens même te prennent de vraies sécurités. Le jour où j'ai eu l'opportunité de rencontrer Chantal Biya, elle avait la sécurité. C'est la première dame du Cameroun, elle avait la sécurité. Imaginez Chantal Biya que je raconte peut-être à Walmart ou à Target sans sécurité. Je ne saurais jamais que c'est Chantal Biya. Mais ce n'est pas Chantal Biya. Donc calmez-vous, ce n'est pas Chantal Biya. C'est deux messieurs que j'ai rencontrés. Chantal Biya, je l'ai raconté très très longtemps. Ça, c'est une autre histoire que je vais vous raconter après. Une dame qui a une forte présence. Hein. C'est une première dame avec une forte présence. Donc, ma question c'est, pourquoi ces messieurs ne m'ont pas seulement dit c'est moi? Il y a eu, c'est de la même histoire. Il paraît que le président français, il ne paraît pas, il y a eu des preuves. François Hollande se déplaçait en moto. Les gens l'ont vu en moto, mais qui peut penser que François Hollande peut être sur une moto en train de se déplacer en plein Paris? Donc, vous ne pouvez pas penser à ça. Donc, si vous avez l'habitude de sortir sans vos sécurités, rapprochez-nous de nous. Nous, on n'a pas de sécurité, on est là. Et dites-nous, nous sommes, moi, c'est moi. Et nous, on dira, ah, en tout cas, bienvenue à la vie ordinaire. Nous, dans la vie ordinaire, on n'a pas de sécurité, on se déplace. Et vous qui avez les sécurités, on pense toujours vous voir protégé, avoir des gens autour de vous, un entourage. Donc, le jour où vous avez décidé de sortir sans vos sécurités, sans vos entourages, et que vous nous regardez dans notre vie ordinaire, dites-nous, c'est nous. Et puis, on n'a pas de problème. Mais voilà quand même ce qui s'est passé. Il paraît que c'est le journaliste Piers Morgan qui était dans la voiture. Il paraît. Donc, c'est à lui maintenant de vérifier l'information que c'était vraiment lui. Bon, continuons. Voilà que tout dernièrement, il y a une loi sur l'immigration qui a été votée en France. Cette loi divise beaucoup de gens. Cette loi, comme le président français, endurcit l'immigration des subsahéliens, nous qui sommes au sud du Sahara. Et c'est une loi aussi qui empêche à ce que ceux qui sont déjà en France, qui pensent faire une vie, ont des difficultés à avoir les papiers nécessaires pour s'intégrer et avoir l'opportunité de vraiment résider en France. La France qui durcit sa loi d'immigration, c'est comme si quand tu vis dans une maison de glace et puis tu commences par acheter des pierres. Je pense qu'à la longue, ça ne va que faire du mal au fait à la France. Si je dis ça, c'est parce que déjà, la France prend ce qui est meilleur. Ceux qui vont en France, quand une famille déjà envoie leurs enfants en France, c'est des économies, c'est des sommes colossales qui sont décaissées pour envoyer les enfants faire leurs études en France. Donc, quand les familles se préparent à faire ces décaissements, ils envoient que les meilleurs. Ceux qui, quand ils vont arriver, ils vont faire leurs études, ils peuvent s'intégrer et ils peuvent aider la famille. Même les familles les plus fortunées, quand ils envoient leurs enfants en France, c'est déjà un manque à gagner pour nos pays parce que si ces enfants restaient allés dans les universités chez nous, leurs parents auraient fait des dons à ces universités et cet argent ira au développement du pays. Donc, la France prend déjà tout ce qui est bien. Le premier choix, la France prend déjà ça avec son immigration choisie
et la bataille qu'il faut pour avoir un visa français. Mais dans cette immigration choisie, on veut encore choisir. C'est pour ça que je dis, mais on va prendre qui? On va prendre qui? Et on va laisser qui? Parce que ceux qu'on envoie déjà, c'est déjà les meilleurs. La plupart sont déjà les meilleurs. Ceux que moi j'ai connus, ceux que j'ai fait avec et qui sont partis en France, qui viennent de familles moyennes togolaises, c'est des enfants, quand ils sont partis en France, ils sont ingénieurs, ils sont docteurs, certains sont bardés de diplômes. Quand je dis bardés de diplômes, ils ont 2 à 3 masters avant l'âge de 25 ans. Donc c'est déjà les meilleurs. Je n'en connais pas qui est revenu de la France bredouille. Ça, c'est une chose. Mais malgré cette immigration choisie, la France a perdu des grosses têtes. Vous imaginez le Malien qui travaille à la NASA, il a fait ses études en France, la France n'a pas reconnu qu'il était bon, il est arrivé aux États-Unis qui lui a donné l'opportunité de faire des grandes choses. Déjà, vous voyez l'immigration choisie déjà que la France pratique, la France perd des têtes. Donc, on veut encore renforcer cette immigration choisie qui fait que la France perd certaines têtes. On veut encore renforcer cette immigration choisie. Parce que des fois, avoir les grosses notes à l'examen ne veut pas dire que la personne est forcément le plus intelligent. Des fois, j'ai eu des amis qui n'ont pas eu l'opportunité de rentrer en France. Ils ont appliqué à cause des notes de l'examen, ils n'ont pas eu l'opportunité de rentrer en France. Et ils sont partis dans d'autres pays européens. Et aujourd'hui, ils sont aussi bardés de diplômes. Ils sont excellents, très excellents même. Et ils sont en compétition avec ceux qui sont rentrés de France. Dans le système déjà français est très compliqué. Donc, je ne sais pas comment on veut compliquer quelque chose qui est compliqué si ça ne va même pas être nuisible à la France elle-même. Parce que ceux gens-là, ceux qui ont eu ces diplômes, ils finissent par rester en France et travailler en France. C'est ça, ils finissent par rentrer en France et travailler en France. Et c'est des gens, quand ils vont dans les domaines où la France a besoin des gens comme les recherches, les mathématiques, les trucs scientifiques très pointus. C'est dans ça qu'ils sont partis. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont des ingénieurs, euh, des codeurs. Et ils ont fait l'informatique, des trucs qui sont très pointus, qui n'est pas quand même, c'est pas tout le monde qui décide de se consacrer à ces genres d'études. Donc, je sais pas comment on peut encore trier les meilleurs, ces gens-là. Et on nous dit aussi que dans le domaine de la santé, il y a plein. Quand vous allez dans certains, à Paris, vous avez plein de docteurs africains, des jeunes qui ont fait des études en Afrique, qui sont venus faire leur spécialisation en France et qui ont fini par rester en France et travailler en France. Donc, comment on va encore trier parmi ces docteurs? Vous voyez, ça va finir par nuire quand même à la politique de la France à long terme. Et je me dis que le gouvernement de Macron, que nous avons l'habitude d'appeler la Macronie, a eu de vrais problèmes ces dernières années en Afrique de l'Ouest. Mais ces problèmes, quand même, sont justifiables. L'armée française est arrivée en France avec des bases, en Afrique avec des bases militaires pour pouvoir protéger les Africains, que je veux dire les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens et lutter contre le terrorisme. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et les gens ont dit, bon, comme ça ne marche pas, vous pouvez partir. On va trouver des partenaires qui vont essayer de ramener la paix et la sécurité dans la zone des 3 frontières. Peut-être que c'est ça qui a motivé cette loi sur l'immigration parce que déjà ces pays ont décidé d'avoir d'autres partenaires et limiter quand même l'envoi des jeunes en France. Donc c'est un problème qui continue. C'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un veut vous vendre quelque chose avec le sourire, il faut quand même vérifier. Parce que on faisait l'interview, ils étaient tout en sourire quand au même moment, le Niger
l'ambassade de France au Niger était fermée indéterminément. Ça veut dire que les Nigériens qui veulent aller en France n'auront pas le visa pour aller en France. Peut-être que les Nigériens même ne veulent plus aller en France. Ils ont l'opportunité, si c'est toujours qu'ils veulent parler le français, ils ont toujours l'opportunité d'aller dans d'autres pays parler le français. Ils ont l'opportunité d'aller au Congo, ils parlent le français au Congo. Puisque le Congo, mais c'est le pays où on parle le plus français maintenant. Donc, il y a déjà ça. Et il y a aussi 4 Français qui ont été arrêtés et soupçonnés d'espionnage. Donc, au moment même où l'interview se passait, il y avait des choses qui se passaient à l'international. Mais on faisait ce sourire pour cacher les vraies choses qui se passaient. Et on veut nous faire croire que tout est bon dans le meilleur du monde, alors que tout n'est pas bon dans le meilleur de la France. Secondo, cette loi aussi, de l'autre côté, nous avons toujours dit qu'il faut diversifier les partenaires. Qu'il nous faut diversifier les partenaires. C'est une façon pour nous aussi d'essayer les autres partenaires. Et nous l'avons déjà fait, on a envoyé les gens se faire former en Russie, un peu partout en Chine. Et ceux qui viennent, mes amis qui ont fait la Chine, leur compétence n'est pas différente de la compétence de ceux qui ont fait la France. Seulement ceux qui ont fait la France, ils ont cette manière de parler français qui, tu vois, pour nous qui ont, les gens qui ont été, vous voyez, qui sonnent un peu plus proches du colonisateur que du français que nous parlons avec accent. Mais ça n'a rien à voir avec la compétence. Les amis qui ont été formés en Cuba et tout ça, ils sont aussi très compétents. Ils sont euh, dans l'administration et ils savent manipuler tous les outils comme ceux qui ont été formés en France. Donc, je pense que c'est un moment pour nous aussi d'essayer de retourner aux autres partenaires parce que nous avons essayé ces partenaires. À un moment donné, nous les avons abandonnés pour seulement nous concentrer sur la France. C'est le moment d'essayer les autres partenaires et de voir ce que ça va donner. Mais n'oublions pas qu'en général, les grands pays qui ont colonisé, qui se sont promenés un peu partout pour coloniser, sont en train de fermer leurs frontières. Donc, il va falloir que nous nous retournons, comme l'a dit le nouveau président burkinabé, Ibrahim Traoré, commencer par regarder en face nos élites, l'élite africaine, et leur poser des vraies questions qui nous sont redevables, au lieu d'aller à l'aventure. Les moyens que nous avons, parce que aller à l'aventure, les gens pensent que ça ne coûte pas grand-chose. C'est beaucoup. Même l'aventure clandestine, ça coûte cher. Donc, aller à l'aventure, c'est aussi abandonner sa famille, ses liens, ce que vous connaissez, retourner dans un autre pays et recommencer à zéro. Ce n'est pas facile. L'intégration n'est pas facile. Apprendre une autre culture que la sienne, ce n'est pas facile. Donc, j'ai essayé ça, j'ai amené un ami à moi en Afrique et il n'a pas pu supporter, il a vu, là, il a commencé par comprendre ce que nous, les immigrants, nous disons. Alors qu'il est bien reçu en Afrique, hein, mais quand même, il avait des problèmes puisqu'il ne comprenait pas la langue et que nous parlons souvent dans notre langue nationale. Donc, c'est pour vous faire comprendre que l'immigration n'est pas facile. Même ceux qui ont décidé de traverser le Sahel, ce n'est pas facile. Donc, si nous allons faire tout cet effort et on nous dit toujours de ne pas venir, de ne pas venir, de ne pas venir, je pense que c'est le moment de rendre nos élites vraiment responsables, comme l'a dit Ibé. Regardez nos élites en face et leur dire, mais qu'est-ce que vous faites pour améliorer nos niveaux de vie? Faites quelque chose parce que c'est faisable. Il y a les pays africains qui s'en sortent très bien. Il y a le Ghana, pas très longtemps, certains jeunes quittaient le Togo pour aller travailler au Ghana et n'ont rien à envier à ceux qui sont partis dans la diaspora occidentale. Vous prenez le Kenya, j'ai des amis, quand ils reviennent du Kenya, ils te traitent très bien. Tu leur dis, mais c'est au Kenya que vous êtes, ils te disent, tu penses qu'ils sont dans la diaspora occidentale.
Il y a le Rwanda. Ça aussi, c'est un autre problème puisque le Rwanda a décidé de recevoir les immigrants anglais avant qu'on ne puisse approuver leur dossier. J'en avais parlé il y a quelques années sur mon compte Facebook. C'est pour ça que je dis vérifier. Allez sur mon compte Facebook. J'ai des vidéos où j'ai parlé de l'actualité politique internationale, africaine. Donc, voilà que le Paul Kagame a décidé de recevoir les immigrants avant que leur dossier soit approuvé. Mais il dit qu'il ne l'a pas fait pour le gain. La plupart des gens l'ont dit non. Paul Kagame, tu voulais prendre de l'argent de l'Angleterre. C'est pour ça que tu as cité. Parce que c'est un fort cachet, c'est beaucoup d'argent. Il a dit qu'il ne l'a pas fait pour de l'argent. Il l'a fait parce qu'il a rencontré des jeunes qui leur ont raconté leur histoire. Et il pense que le temps, cette année que vous allez passer, en attendant que vos dossiers soient prêts, vous pouvez être là-bas au Rwanda, continuer vos études, même trouver du travail en attendant que vos dossiers soient approuvés. Et si vos dossiers est approuvé, vous pouvez repartir au Rwanda. Mais ça, c'est une autre histoire, on fera une autre vidéo parce que c'est vraiment un cas différent du cas français. Mais c'est que, en général, les portes de l'Europe sont en train de devenir des portes de fer. Et que ça n'a pas été souvent comme ça. L'Europe a été ouverte à l'immigration quand ils en avaient besoin. Surtout après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a ouvert ses portes pour avoir de la main-d'œuvre. Maintenant, avec les changements qui se passent, les lois sur l'immigration sont en train de se durcir, faisant qu'il va être difficile dans l'avenir à ce que surtout les Africains du sud du Sahara immigrent en Europe. Immigration légale en Europe et même l'immigration illégale va être très difficile dans le futur. Ce que nous pouvons faire, c'est commencer par organiser des programmes de sensibilisation de la jeunesse pour leur faire comprendre aussi qu'il y a des opportunités. Parce que, bon, souvent, quand tu discutes avec les jeunes, surtout les plus éduqués, ils pensent qu'il faut aller se spécialiser, surtout en France, puisque nous parlons français, ou au Canada, pour pouvoir trouver un bon boulot. Ça aussi, ça parle un peu de nos systèmes en Afrique, où la personne doit être bardée de boulot pour trouver un travail. Vous voyez, certains systèmes, surtout les systèmes anglo-saxons, c'est un peu plus ouvert. Quand tu es compétent, on aime la compétence, mais le système francophone veut des bardés de diplômes. Les 6 diplômes, les 7 diplômes. Donc, les gens pensent qu'il faut toujours augmenter les diplômes, il faut toujours... Alors que l'expérience personnelle compte aussi, l'expérience sur le terrain compte aussi. C'est là que les anglo-saxons sont vraiment, nous dépassent parce que chez les anglo-saxons, ton patron peut ne pas être diplômé comme toi, mais comme il est sur le terrain depuis 10 ans, 20 ans, il va être ton patron. Eux, ils aiment la pratique. Ils sont bien dans la pratique. Quand l'expérience francophone veut que même si la personne n'est pas bien en pratique, lui faut 20, 30, 40 diplômes. Donc, ça peut-être qu'il est temps que nous regardons aussi notre système éducatif puisque la plupart des jeunes, quand ils partent, c'est pour aller étudier, avoir les diplômes, les masters pour revenir travailler, un travail même qui ne paie pas le prix du master. Alors, quand le travail ne paie pas le prix du master, on décide de rester en Occident. Après, bon, on est habitué à vivre en Occident. Quand les parents te disent non, il faut revenir avoir un boulot ici, tu ne peux pas parce que tu es déjà habitué à vivre là-bas. Tu as quand même des amis là-bas. Certaines reviennent. Les plus courageux vraiment reviennent s'installer, mais c'est les plus courageux. Les plus courageux partent, certains plus courageux reviennent, mais surtout c'est les plus courageux. Donc, peut-être qu'il est temps de revoir notre système, tout le système éducatif pour que l'expérience sur le terrain compte. Ça aussi, ça peut limiter l'immigration vers la France, puisque nous n'aurons plus besoin d'envoyer tout le monde avoir les derniers masters
pour venir combler des boulots qui ne paient pas le prix de ces masters. On peut entraîner les gens sur place à travailler pour aller dans une banque en Afrique. On veut que la caissière, celle qui a la caisse dans une banque, a un bac plus 5, un bac plus 6. Quand dans les pays anglophones à côté, au Ghana, vous allez au Ghana à côté, la caissière, elle lit, elle écrit, elle peut écrire, elle met ça dans l'ordinateur, elle est caissière. Vous voyez la différence? Donc, on envoie quelqu'un faire un bac plus 5 pour être caissière, lui payer 40 000, 50 000. C'est déplorable. Il faut revoir ce système. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays francophones, mais dans mon pays, c'est souvent ce que vous voyez. Les gens qui sont très diplômés finissent dans des boulots qui n'est pas rémunérateur. Et tout le monde pense comme si je vais en France faire un master ou si je vais en France faire ceci, je reviens, je peux être patron, je peux ceci, qui n'est que normal. Tout le monde veut évoluer, qui n'est que normal. Mais si nous créons un système où l'expérience personnelle, l'expérience sur le terrain compte, ça va aussi diminuer l'afflux des gens, la perte des cerveaux et ça va permettre aussi de retenir les meilleurs en Afrique. Vous voyez? Parce que la personne est meilleure, on lui dit, voilà, si tu n'as pas un diplôme international, tu ne peux pas avoir ce boulot. Donc, il est obligé de chercher moyen d'aller en France pour avoir ce diplôme international parce qu'il ne veut pas, il est bien, il ne veut pas faire ce boulot en compétition avec quelqu'un qui peut avoir ce diplôme. Il y a beaucoup de facteurs vraiment qui poussent les jeunes à émigrer. Et ça va commencer par un travail, une vraie sensibilisation, un travail avec nos élites, changer nos systèmes. Vraiment, il faut changer ces systèmes. La dernière fois, j'ai vu ma copine qui a déjà une maîtrise retourner encore faire une formation pour un boulot qui la paie pas bien. J'ai dit, mais le master seul, avec ce que tu as comme maîtrise, tu pourrais faire ce travail. Pourquoi on veut que tu aies encore te former sur ça? Ce n'est pas déplacé. Ça, c'est quelque chose qu'on t'apprend au travail quelques jours et puis on te met là pour faire le travail. Là même, toi, tu as une maîtrise. Si on te laisse là-bas en 2 semaines, tu vas comprendre ça. Ce n'est pas de la mathématique, c'est juste de la lecture. Si avec ça, tu dois encore payer des cours, t'asseoir et apprendre, passer un examen, vous voyez, c'est des systèmes longs, des systèmes coûteux, les systèmes où l'expérience n'est pas considérée. Il faut toujours être à la pointe des diplômes. C'est ces systèmes souvent qui poussent les jeunes à quitter les pays. Il faut faire autrement. Vraiment, il faut faire autrement. Et amener nos jeunes aussi à comprendre que rester en Afrique, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand je parle de rester chez soi aussi, ce n'est pas...